Et salut à tous les amis pour une nouvelle quotidienne roue libre après le Tour de France. Merci à tous de nous écouter et de nous regarder sur peut-être même en replay et actuellement en direct sur Twitch sur roue libre 101. Merci à tous les nouveaux qui sont présents. Je vois qu'il y a énormément de monde dans le chat pour débriefer cette étape intéressante, pas incroyable mais intéressante. Cool quand même, si, cool. Ça, pas Cool, c'est ça. incroyable. Pas incroyable. Faut peser ces mots. Pas Pisse froid. incroyable. Tu t'es levé de ta chaise. Tu as vu des belles choses. J'étais dans une voiture un peu difficile de me lever, mais j'ai rien raté, croyez-moi, et je me suis régalé. Régalé. Effectivement, Polo est un peu pixelisé. Raconte-nous pourquoi, Polo. Ouais, je suis pas chez moi en fait. Je suis à un mariage ce week-end. Bah, d'ailleurs, je vais vous faire le tour du propriétaire. Enfin, en tout cas, la vue qu'on a de notre chambre. Du coup, bah voilà, on fait avec les moyens du bord. Mais voilà, l'endroit est plutôt sympa. Oh putain. On est, Il va énerver, ça y est. on est à 30 bandes du Mont Ventoux. On est dans le Luberon. Franchement, un endroit, je savais pas que t'étais allé si loin. de très haute, de belle qualité. Ah si, je suis loin. J'ai fait de la route en plus pour venir. C'est pas moi qui conduis, mais en tout cas, je l'ai senti tout comme presque. Donc voilà Bon, t'es pourquoi. content d'être arrivé, un petit peu. Pourquoi je resterai pas non plus toute l'émission. Mais Ouais, en tout cas, il fallait que je sois là pour débriefer avec vous l'étape du jour. Ouais, tu vas rester avec nous une bonne quinzaine de minutes. Donc, Robin, toi, tu es très heureux de cette étape incroyable. Bah non, je suis Non, mais d'accord je avec toi, rigole, ça je te chambre, je te chambre. mais j'ai trouvé que c'était cool. C'était le premier rendez-vous en Bien montagne sûr. de ce Tour de France. En plus, c'est la planche des belles filles. Je sais que certains en ont un peu marre de voir la planche des belles filles aussi souvent au parcours du Tour de France. Moi, j'avoue que jusqu'à maintenant, ça me plaît bien. C'était quand même un beau finish. J'ai été content de voir Pogacar un petit moment mis en danger. Il y a eu un beau suspense aussi avec Kamna contre les favoris. Les Français ont été bien là. Donc franchement, j'ai pas mal kiffé quand même cette étape, je t'avoue. Non, mais moi aussi, bien sûr que oui, que cette première étape à la planche des belles filles, à chaque fois, est très intéressante et permet d'avoir une hiérarchie, une première hiérarchie assez claire des niveaux sur le Tour de France et de ceux qu'on va voir pendant désormais un peu plus de 2 semaines. Du coup, après ça, bien évidemment, qu'on va regarder les scores sur la fantaisie du Discord et on regardera l'étape de demain qui paraît pas comme ça, mais en fait, quand on regarde le profil d'un peu plus proche, d'un peu plus près, ça peut être intéressant. On a différents scénarios qui peuvent se montrer. Donc, on verra ça tous ensemble. Quel coureur peut gagner demain et quel scénario peut exister. On terminera bien évidemment par la rétro. De quoi va-t-on parler, Robin? On parlera de l'abandon de Cyril Guimard il y a 50 ans sur le Tour de France, alors qu'il était deuxième derrière Eddy Merckx. Voilà. Ouais, intéressant parce que moi je ne connais pas cette histoire, donc je suis pressé que tu nous racontes ça et Tu sauras tout à l'heure. on terminera par un quiz avec Robin contre le chat. Voilà. Du coup, on va directement sur l'étape du jour. Je vous montre le résultat final de cette étape avec Pogacar qui l'emporte devant Vingegaard et Primoz Roglic. Et Kamna qui termine quatrième, et c'est là que ça devient intéressant. Ça veut dire, Paul, Robin, que l'échappée a été battue par les favoris. Alors, je ne sais plus lequel de vous deux imaginez quel scénario. On va commencer du coup par toi, Robin. Tu peux y aller. Moi, j'imaginais les favoris, mais je t'avoue que j'ai eu un peu chaud, hein. Je me suis dit, ça se trouve, ça va pas passer. Je savais, enfin, on savait un petit peu tous que si les favoris accéléraient fort dans le dernier kilomètre, ils allaient reprendre les 40 secondes à Kamna. Mais Pogacar a géré quand même pendant un petit moment. Tu avais l'impression qu'ils n'étaient pas à bloc. Et je me suis dit, à 350 mètres, pourquoi pas? En plus, on n'avait pas la vision depuis les favoris vers l'avant. On voyait les favoris de face, donc on savait pas Très trop mal où on filmé. était Kamna. C'était très mal filmé. Encore une fois, la planche a mis encore en lumière le fait que ce Tour de France est pas très très bien filmé. Et moi, ce que j'ai vu de la planche, j'ai l'impression jamais au bon endroit au bon moment. Alors peut-être que j'en fais des tonnes, mais j'étais quand même pas très content justement d'entendre parler Robin. J'ai l'impression qu'on voyait pas ce qu'on avait envie de voir.
Moi, je me demande des fois pourquoi ils n'utilisent pas une double fenêtre ultra basique où tu peux voir à la fois Ouais, l'échappée c'est et les ça. favoris. Mais bon, parce qu'à chaque fois que tu pars sur Kamna, c'est cool de voir où il en est. C'est cool de voir Kamna rentrer sur le secteur non goudronné. Mais tu as Tu vois aussi son envie de voir ce cul. qui se passe dans les favoris. Donc en fait, il faut une double fenêtre, quoi. Tu vois son cul à Kamna. Tu as vu son cul pendant les 3 derniers kilomètres de l'étape, quoi. Certes, c'est beau, le plan est joli, il est esthétique, mais au niveau de l'intérêt éditorial et l'intérêt de la course, c'est pas du tout valuable, quoi. Donc c'est un peu chiant. Hmm. Donc déjà, c'est la première des enseignements, c'est effectivement que Lennart Kamna a failli gagner. Juste parler de lui, les gars, parce que Lennart Kamna, c'est quand même un sacré coureur. Qu'est-ce qu'il pourrait être s'il arrêtait de chasser les échappés? Je ne sais pas, mais Mais il ferait pas beaucoup mieux, justement. C'est un chasseur d'étape. c'est Faut un le prendre chasseur comme ça. d'étape. Mais quel chasseur d'étape, C'est un très bon franchement, Paul. chasseur. C'est un très bon, T'as dit quoi, Jo? c'est un très bon chasseur, oui. J'aime beaucoup. Un chasseur qui sait chasser, ouais. Ouais. Et tu sais ce que c'est la différence entre un bon et un mauvais chasseur, Paul? C'est que le bon chasseur, bah, quand il voit quelque chose, il tire. Ouais, mais c'est Et quoi un mauvais chasseur? le mauvais chasseur, bah, quand il tire, mais c'est pas comme un bon chasseur, quoi. Non, il voit un truc et il tire. Que le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Tu vois? C'est ça la grande différence. Bon, en tout cas, à 100 mètres de l'arrivée, ça a été dur. Je ne sais pas si dans le chat, vous vouliez que Kamna gagne ou qu'il se fasse rattraper et imaginez du coup, parce qu'au moment où il se fait rattraper, on ne sait pas exactement qui va gagner. Et donc, je ne sais pas si certains étaient supporters de Vingegaard, de Pogacar ou même d'un Roglic qui aurait pu revenir, je ne sais pas comment. Mais si vous aurez mérité la gagne d'après Jean Mur, c'est vrai qu'il a énormément bossé. Mais bon, voilà, c'est Pogacar finalement qui l'emporte. Ce qu'on a vu en tout cas aujourd'hui, on en parle depuis le début du Tour de France et de la preview, Robin, c'est que la super planche des belles filles nous offre une hiérarchie assez claire des niveaux et de ce qu'on peut voir sur la suite du Tour de France. Ouais, et surtout, moi, ce que je retiens d'aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir duel. Ce qu'on espérait, secrètement parce qu'on a envie qu'il y ait un peu de suspense, on va l'avoir selon moi. On a un Pogacar qui était aujourd'hui encore très fort, mais pas aérien. Il s'est employé pour reprendre, Vingegaard. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs que Vingegaard attaque Tadej Pogacar. Il a osé. Il a C'était osé, pas, ouais. gagné. Quand tu vois la démonstration de Pogacar hier, et celle sur les pavés, tu te dis: «Bon, on va peut-être se faire discret». En plus, c'est Pogacar qui avait fait rouler son équipe toute la journée, donc tu peux être un petit peu apeuré, un petit peu effrayé de Pogacar, te dire je vais pas prendre de risque, je vais rester dans la roue. Vingegaard, il n'a pas fait ça, il l'a attaqué lui-même, j'ai beaucoup aimé. Et on a vu un Pogacar à l'ouvrage quand même dans la roue. Alors Ah, certes, il y avait que Pogacar, les autres étaient bien loin derrière, ils ont pris minimum 12 secondes, donc c'est assez significatif sur 500 mètres. Mais voilà, Vingegaard a fait douter un peu Pogacar. Tu as l'impression que Pogacar est revenu au mental plus que vraiment physiquement. Il n'était pas autant en gestion qu'on a pu le connaître. Et tu te dis finalement, dans la montagne, quand ça grimpe, bah, Pogacar va avoir un concurrent parce que Tadej Pogacar, il a que 35 secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. Vingegaard, c'est déjà celui qui l'avait fait un petit peu douter l'année dernière au Ventoux. C'est en plus un mec qui roule très bien, donc il ne va pas partir avec un débours potentiel de 4 minutes sur le contre-la-montre de Rocamadour. Donc je pense qu'on va avoir notre duel pour le maillot jaune sur ce Tour de France. Paul. Alors moi, je sais pas si on aura un duel pour le maillot jaune. Tout ce que je peux dire, et là je partage l'avis de Robin, c'est que Vingegaard sera au niveau de Pogacar en montagne. Alors est-ce que la vérité de la planche des belles filles sera la même qu'une étape avec 5000 mètres de dénivelé positif et d'altitude? On verra dans les Alpes à partir de la semaine prochaine. Le fait est que là, on parlait de coup mental, de coup psychologique. Pogacar, même s'il gagne l'étape aujourd'hui, je pense que ce soir, en dormant, il va se dire bah, si Vingegaard il attaque 50 mètres plus loin, bah, Vingegaard il va chercher l'étape et il me bat. Et moi, j'ai pas réussi à faire la différence quand j'ai accéléré, quand Maïka s'est écarté. Je pense que même si Tadej Pogacar est un coureur qui a une confiance débordante, aujourd'hui, je trouve qu'avec cette attaque, Vingegaard, là, je pense, l'a peut-être un tout petit peu déstabilisé. Enfin, je l'espère en tout cas. Et là où je rejoins Robin, c'est que on ne sait pas si Vingegaard sera plus fort que Pogacar en haute montagne, mais par contre, là, il vient de montrer qu'il sera présent et qu'il faudra compter sur lui. Il est qu'à 35 secondes au classement général.
Il n'y a absolument rien de fait. Pogacar n'a pas intérêt à faire une journée comme bien parce que Vingegaard, pour l'instant lui colle au basque. Alors certes, au jeu des bonifications, il perd du temps, mais de manière globale, il se place comme un sérieux candidat au maillot jaune, en tout cas un sérieux candidat pour essayer de déstabiliser le Slovène. Et ça, c'est très cool pour la suite du tour. J'ai un petit problème, Joseph, là. Enfin, problème. Je me pose une question. Je voyais quelqu'un dans le chat qui dit Vingegaard a pris 6 secondes sur Pogacar, enfin a perdu 6 secondes. Et en effet, quand tu regardes le classement sur Pro Cycling Stats, là, je suis actuellement, ça dit qu'il y a un écart de 6 secondes qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Je suis en train d'essayer d'aller vérifier sur le site du Tour, mais est-ce que réellement on a considéré que Pogacar prend 6 secondes aujourd'hui à Vingegaard? Parce que ça me paraît absurde. Il y a peut-être un mini écart sur la ligne. Je ne serais pas choqué qu'il y ait 1 ou 2 secondes, mais comment c'est possible de mettre Oui, Vingegaard à 6 secondes? Je ne comprends pas. C'est un Non, je bug pense que de Pro c'est une Cycling erreur. Stats? Je pense que c'est une erreur de non, c'est une erreur de Pro Cycling Stats due, à mon avis, à la bonification de Ils 6 se sont secondes de embrouillés? Vingegaard. Alors, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais 6 secondes, c'est la bonif. Bah ouais, c'est la bonif que prend Vingegaard, mais si vous voulez, là, je le c'est surligne, vous l'écart voyez. que fait Pogacar sur Vingegaard aujourd'hui grâce au jeu des bonifications, les 16 secondes. Ah, c'est 4 secondes, parce que Pogacar prend 10 secondes et Vingegaard prend 6 Ouais. secondes. Et Parce Roglic que prend 4 secondes. Oui, pardon, je suis en j'entends train d'essayer. En mon. fait, Il y a 4 secondes d'écart entre les deux. Aujourd'hui, Vingegaard prend 4 secondes, mais par oui, non, contre, c'est sur Vingegaard le. termine dans la même Ok. seconde, hein, à mon avis. Sur le site du Ouais, Tour, ils sont bien si. dans la même seconde. Ouais, C'est ils Pro sont bien dans Cycling la même Stats seconde. qui m'a induit en erreur. Désolé. Donc ça veut dire que que là, ce qu'on voit sur le classement général de Pro Cycling Stats, c'est qu'il est à 35 secondes. Vingegaard, il y a une possibilité qu'il soit plutôt à Non, c'est bon. Il est 29 bien à secondes. 35 parce qu'il était déjà à 35 avant aujourd'hui. D'accord, ok. Euh, Bon, alors ah, mais le classement général que j'affiche est le bon. ouais, alors j'ai un petit doute aussi. Alors attends, ouais, j'ai fermé la page et ça bug un peu sur mon ordi avec le stream et tout. Dites-nous dans le chat si vous avez le classement Le Tour sous les yeux sur le site du Tour parce que ce Ah, je sera, vais je aller le pense, chercher, moi. Je vais aller le chercher. On a le plus temps. fiable. Parce qu'avec On est la bien. bonif, il est peut-être à Mais, 39 secondes en effet. mais en tout cas, j'ai mis un sondage pour savoir si vous croyez ou non en Pogacar aujourd'hui. Et ce que je vois, c'est que vous êtes 60% à imaginer Pogacar tout à fait capable d'aller Vingard. chercher bien sûr. On s'est compris, désolé. Vous voyez Vingegaard, vous croyez en Vingegaard. Et je voulais m'arrêter 2 secondes quand même sur Vingegaard parce que c'est vrai que Pogacar est tellement omnipotent, tellement magnifique, si jeune, si fort déjà. Vingegaard a été impressionnant l'an dernier. À 25 ans, quand même, être en position, encore une fois, de gagner le tour, d'être challenger d'un Pogacar, c'est quand même lui aussi très impressionnant. Là, il commence à prendre une dimension qui est autre en poussant Pogacar au duel, quoi. Ouais, et puis c'est que son deuxième tour. L'année dernière, il n'était pas prévu leader du Tour de France, enfin leader de Jumbo-Visma sur le Tour de France. Donc il arrivait avec un rôle de coéquipier. Il a dû s'adapter à un changement en cours de route. Là, il est arrivé sur le Tour avec un rôle différent, avec des objectifs différents, en sachant notamment que la première semaine, l'objectif, c'était vraiment de ne rien perdre, alors que l'année dernière, il n'avait peut-être pas cette mentalité-là sur les premiers jours. Donc forcément, ça implique autre chose. On a un Jonas Vingegaard qui court différemment. Honnêtement, il a eu un peu de chance. Il s'est quand même bien fait sauver par Wout van Aert sur l'étape des pavés. Mais maintenant que c'est fait, il faut oublier ça. Et la Disons montagne qu'il a arrive. eu de la malchance, puis de la chance, donc ça s'annule un peu. Ouais, ça peut s'annuler un petit peu. Et puis il le dit lui-même, il est quand même plus à l'aise sur des cols longs que sur des montées comme la planche des belles filles. Aujourd'hui, c'est quand même pas ce qui est censé lui convenir le mieux. Il l'a montré l'année dernière, il l'a confirmé ce soir en interview. Donc finalement, c'est peut-être plus encore dans les Alpes et dans les Pyrénées qu'il sera capable de mettre en difficulté Tadej Pogacar, qui une nouvelle fois, on l'a rarement vu en difficulté, mais la théorie de Pogacar serait un peu plus en difficulté sous la chaleur avec la canicule qui arrive, ça pourrait ne pas l'arranger. Je ne dirais pas que la théorie prend du poids, mais en tout cas, elle continue d'exister. Il ne l'a pas tué dans l'œuf aujourd'hui. Je vais aller du coup, on n'a pas Paul pendant très très longtemps, donc et puis de toute façon, on a dit ce qu'il y avait de plus important, c'est-à-dire que le duel Pogacar-Vingegaard existe sur ce Tour de France. Je vais aller sur la suite un peu de cette étape et les autres enseignements qu'on peut avoir, Paul, avec deux Français, alors qui sont pas dans les meilleurs, dans les tout meilleurs, c'est-à-dire au niveau de Pogacar, Vingegaard, Roglic et un Geraint Thomas. Roglic est à 12 secondes, Geraint Thomas est à 14 secondes, il termine en même temps que Kamna.
Mais par contre, on a David Gaudu et Romain Bardet qui prennent en sandwich Henrik Mas et qui font là encore une belle montée. Ils font une très belle montée. Et ce qu'on peut acter ce soir, c'est que voilà, on a à l'heure actuelle 2 Français qui jouent. Attends, parce que là, il y a du bruit. On a un beau. Il y a quelqu'un qui met du déo. Ouais, putain, merde, quoi. Et non, ce qu'on peut acter ce soir, c'est que nos 2 Français jouent le podium et ils sont en bonne position par rapport à leurs adversaires. Geraint Thomas fait une très belle montée aujourd'hui. Moi, j'attends encore de voir Geraint Thomas sur 3 semaines. Primoz Roglic est diminué. Primoz Roglic a du débours. Voilà, lui aussi a connu ses lots de malchance. J'espère que pour l'instant, les Français sont parfaits. J'espère que ça ne leur arrivera pas. Mais en tout cas, ils ont de l'avance sur ces 2 coureurs-là. Le reste m'inquiète pas plus que ça. Mais ouais, ce qu'on peut dire, c'est que ce soir, David Gaudu et Romain Bardet sont en bonne position derrière Vingegaard et Pogacar, qui me semblent quand même intouchables sur le long terme, sur la suite de ces 2 semaines et demie. Sont en très bonne position pour aller chercher un podium. Il va falloir jouer serré, il va falloir continuer sur cette belle lancée, ne pas avoir de jour sans, ne pas avoir de malchance, et ça peut passer. Après, voilà, le tour est encore long. Le tour est encore très long. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Pour l'instant, nos Français sont parfaits, nos Français nous font rêver. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter en pensant au futur. Il faut profiter déjà de voir que cette première semaine, elle s'est très bien passée. Tu me connais, Robin, on va en profiter à fond. Mais est-ce qu'il n'y a pas 2 problématiques qui sont différentes quand même? C'est-à-dire que David Gaudu, c'est vrai, est très intéressant. En plus, il termine 6e, il est à 19 secondes. Par contre, les gars, Romain Bardet, aujourd'hui, il l'a dit, il courrait tout comme une classique. Il verrait où il en serait à la planche des belles filles. Aujourd'hui, dans la hiérarchie, il se situe autour d'un potentiel top 5. La victoire risque d'être compliquée. Il a déjà fait des podiums de Tour de France dans sa carrière. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Robin, tu conseillerais quoi à Romain Bardet aujourd'hui? De prendre des risques. Il a montré sur le Giro qu'il était très fort. Il est encore en train de le montrer sur ce Tour de France. Sur le Giro, il y avait une ouverture pour aller chercher un podium, voire plus, ce qui pour le coup était intéressant. Il n'avait jamais fait podium sur un Giro et il a encore moins gagné un grand tour dans sa carrière, donc ça valait complètement le coup. Mais je te rejoins, si c'est pour passer 3 semaines à s'accrocher sur le Tour de France et terminer 5e ou 6e, pour moi, ça ne Je vaut vous pas mets le un coup, petit Romain sondage, Bardet. quoi. Bardet doit viser classement général, mais un classement général, c'est quoi? Mais Bardet, qu'est-ce qui empêche Bardet de rêver du podium là? Bah, déjà d'avoir Roglic à environ 1 minute, quand tu as le chrono de 40 kilomètres à la fin, je parle aussi pour Gaudu, hein, il passera devant. Après la différence, c'est que Gaudu n'a jamais fait encore un classement général sur le Tour de France, donc l'idée, c'est d'aller au bout et de voir ce qu'il en ressort et ça, je le comprends. Que ce soit 3, 4, 5, 6, voilà, il faut s'accrocher jusqu'au bout et faire le plus haut possible. Romain Bardet, il a fait 2 podiums du Tour et 6e, il a déjà fait aussi en 2014. Qu'est-ce qu'il en a à faire vraiment de faire une 5e ou une 6e place? Je pense rien du tout, honnêtement. Se prouver à lui-même qu'il est fort, il est déjà en train de le faire. Il n'a pas besoin de le valider avec une 6e place au classement général qui ne serait que sa 4e meilleure perf sur le Tour. Donc j'ai envie de dire, Romain Bardet, il est en train de montrer qu'il a des jambes de feu. Autant essayer de prendre des risques. Alors, pour aller chercher la victoire, non, je ne pense pas, mais un nouveau podium, peut-être. Voilà, pour moi, ça doit être ça l'objectif. Bien sûr. Un nouveau podium, et ça veut dire prendre des risques, ça veut dire attaquer peut-être d'un peu plus loin. Il y a d'autres coureurs qui vont devoir le faire. On a vu un Vlasov aujourd'hui perdre du temps. Roglic, s'il ambitionne encore la victoire, il va aussi devoir prendre des risques. S'il veut juste le podium, il peut se contenter de faire comme il fait aujourd'hui, Roglic, et d'aligner tout le monde sur le chrono. Mais s'il veut gagner, il faudra partir de loin. Les Ineos vont sans doute aussi à un moment tenter des trucs de loin parce qu'ils ont plusieurs cartes à jouer et il va falloir qu'ils essayent d'en profiter d'une façon ou d'une autre. Donc ce sera à Romain Bardet de réussir à être dans ces coups-là et de faire le bon coup le jour où ça va se présenter. Parce que s'il s'accroche comme ça, j'ai vraiment pas beaucoup de doutes sur le fait qu'il soit toujours avec les meilleurs. Mais toujours avec les meilleurs, ça voudra dire malheureusement autour de la 5e place à l'arrivée. Et à moins que lui, ça l'intéresse, moi en tout cas, ça me fait pas rêver, quoi. Moi, je suis pas convaincu qu'aujourd'hui, dans la hiérarchie, en tout cas en montagne, Romain Bardet soit 5e. Alors certes, il a ce débours en contre-la-montre qui risque de lui poser problème face à un éventuel Geraint Thomas, face à un éventuel Primoz Roglic. Moi, mon parti pris, et peut-être que je dis n'importe quoi, mon parti pris, c'est que d'ici 2 semaines, il y aura plus de Geraint Thomas dans la lutte pour le podium.
Et quid de l'évolution physique aussi d'un Primoz Roglic, qui aujourd'hui sur une montée sèche a répondu présent. Quand il va falloir accumuler les efforts en montagne, et qu'en plus il va peut-être falloir bosser pour son leader maintenant, qui est son leader, Jonas Vingegaard, j'attends de voir aussi. Je trouve que Romain Bardet, là où je te rejoins Robin, c'est qu'il a la latitude, de par son équipe, de par le fait de ne pas être non plus le cadre de ce Tour de France, peut-être la possibilité de tenter des choses. Mais tenter des choses, c'est quoi? Il fait partie des gens. Après, il est à 1,30, hein, on ne va pas lui laisser grand-chose non plus. Hein. On va pas le laisser. Quel que soit ce qu'il va tenter, il va être surveillé. Donc c'est un peu ça le problème de Romain Bardet. Moi, je trouve qu'on est dur avec les ambitions les ambitions de Bardet. Faire un top 5 du Tour de France pour Romain Bardet en 2022, après ce qu'il a connu ces dernières années notamment, c'est pas anodin. Certes, c'est pas une victoire d'étape. Ça voudra dire qu'il est très fort, oui, mais du coup, ça, je veux dire, on s'en rend tous compte. Et il n'a pas besoin de montrer qu'il est fort, tout le monde le voit. Mais c'est qu'est-ce que tu vas chercher avec ça? Un beau top 5 et surtout tu joues le podium. Et je pense que Romain Bardet, s'il évite les malheurs jusqu'à Rocamadour, il sera encore en état de jouer le podium. Il sera peut-être même sur le podium à ce moment-là. Peut-être qu'il ne le sera plus après le contre-la-montre. Mais quand je vois ce que montrent Bardet et Godu, ça va un peu dans le même sens, même si, comme tu l'as dit Robin, ils ne sont pas dans la même dynamique au niveau de leur carrière, au niveau de leurs ambitions. Mais ils sont dans cette même lignée de coureurs grimpeurs qui doivent s'accrocher en montagne face aux meilleurs, qui, je pense, ont une petite marge par rapport à Geraint Thomas, surtout sur la longueur, et un Primoz Roglic que moi, je pense, un peu affaibli et qui risque de patiner pendant les 2 prochaines semaines. C'est un parti pris, encore une fois. Mais Après, moi, je ne parle pas d'arrêter le général et d'aller jouer les étapes. Hein. C'est pas de ça que je parle. C'est plus, à partir du moment où il est dans la lutte pour le général, quelle stratégie adopter? Est-ce que c'est une stratégie qui consiste à être assez prudent et à défendre sa place ou une stratégie très offensive pour aller chercher quelque chose de beaucoup plus grand au risque de tout perdre et au risque de terminer 10e alors qu'il a clairement les jambes, jusqu'à maintenant en tout cas, pour être dans le top 5. Et moi, je suis partisan d'une stratégie qui est très offensive et où tu risques de tout perdre, comme l'écrivait Romain Bardet sur son vélo il y a quelques années. Take the risk or lose the chance. Et moi, j'ai envie de voir un Bardet qui nous fait, comme il l'a déjà fait sur des Tours de France, comme il l'a déjà fait sur des classiques, des coups où il tente vraiment tout pour aller chercher éventuellement un podium, voire rêvons aller un petit peu mieux, peut-être aller chercher le maillot jaune sur une étape ou quoi que ce soit. Mais j'ai pas envie de voir un Romain Bardet qui se contente, entre guillemets, de défendre, parce que ça, je l'ai déjà vu le faire. Je sais qu'il sait le faire et ça n'apporterait pour moi pas grand-chose de nouveau. Il y a un élément important qui est soulevé par Hugo Bézier et plusieurs personnes dans le chat, c'est aussi la course au point UCI qui peut tout simplement dicter à Romain Bardet sa conduite. Et c'est vrai que, comme le dit Hugo Bézier, alors je te fais confiance là-dessus, c'est top 5, c'est 600-700 points UCI, c'est pas négligeable pour la DSM. Rappelons que la DSM au classement des équipes World Tour n'est pas en super position avant ce Tour de France, c'est 19e. Et il y a un gros trou par rapport à la Team Bike Exchange qui est 18e avec il y a quasiment presque 800 points d'écart. Donc c'est bien évidemment important en vue des relégations ou non. C'est une des pires équipes du World Tour. Donc ça peut dicter une partie du comportement de Romain Bardet. Voilà, je voulais quand même m'arrêter sur ce débrief-là pour terminer sur Ineos, dont on a finalement assez peu parlé, les gars, depuis le début de ce Tour de France, parce que Ineos est là, bien présent. Quand on regarde le classement général actuellement, on voit Geraint Thomas, 3e, Adam Yates, 4e, et puis un peu plus loin, Dani Martinez, qui a perdu 2 points, 2 places, 10e, un peu plus loin en général, 1,55. Est-ce qu'aujourd'hui, Paul, tu as Ineos à la place à laquelle ils doivent occuper qu'est-ce que tu penses d'un Dani Martinez et de la suite à adopter stratégiquement pour Ineos? C'est une bonne question, Ineos, parce que collectivement, ils sont forts, même avec un Tom Pidcock qui fait une super étape encore aujourd'hui. Mais d'un autre côté, j'arrive pas à m'imaginer un seul de ces coureurs être un danger, en tout cas, pour le podium. C'est ça qui est terrible. J'arrive pas à imaginer un Geraint Thomas très fort sur première semaine, je m'y attendais, avec un parcours qui lui convenait, un chrono pour commencer, des étapes compliquées. On sait que
les profils flandriens, ça lui fait pas peur. Les montées sèches comme ça, Geraint Thomas, il a déjà prouvé que ça lui allait aussi. Moi, Geraint Thomas, c'est la montagne qui me fait peur. Et la montagne, elle arrive la semaine prochaine. Pour l'instant, il fait un sans faute aussi, il est parfait. Il a une très très grande forme, mais j'ai l'impression que ça va caler. Adam Yates, pareil, j'attends quand même aussi un coup de moins bien, et j'ai peur qu'à ce petit jeu-là, Ineos, qui semble très fort en première semaine, disparaisse un petit peu et finalement ne sache plus trop quoi jouer. Pour l'instant, tout se passe bien, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord dans le chat avec moi ou même Robin. Est-ce qu'on imagine vraiment Adam Yates, Geraint Thomas ou même pourquoi pas Daniel Felipe Martinez qui se refait un peu la cerise, capable de jouer ce podium, ce podium avec justement les corps dont on parlait précédemment, comme Bardet, comme Godu et comme Roglic. Est-ce que J'ai mis un sondage qui résume un peu tout ça. J'ai du mal à y croire. J'ai mis du coup Thomas pour la victoire. J'ai mis 2 fois. Bah merde, faut que je change. Faut que je change. J'ai mis 2 fois Thomas victoire. Oh quel gland. Ah mais c'est pas possible. Je voulais mettre Thomas victoire, Thomas podium, donc je vais le remettre. Ça ressemble pas, Joseph, en plus, ça. De quoi? Ça te ressemble pas, ces petites erreurs d'inattention là. C'est vrai, t'as raison, ça me ressemble pas. Supprimer le sondage. Donc je mets moi, un nouveau sondage. Je vais devoir y aller, moi, Joseph. Tu vas devoir y aller. Ouais, il faut te préparer. Après, tu vas être dans le jus. Tu vas arriver transpirant au mariage et ça, on n'aime pas. J'ai déjà pris quelques regards noirs. À 19h, j'aurais être douché et prêt pour aller au cocktail. Il est 19h32. Donc, Donc tu peux y aller. j'aime ma petite amie, j'aime les mariages, mais visiblement, on te libère, mon Polo. Tu peux y aller. Merci d'avoir été avec nous, Polo. Bisous, ciao. Bisous. Ciao, Polo. Ciao. Du coup, je mets vous voyez pour Ineos. Thomas, victoire. Thomas, podium. On t'a compris ce que j'allais mettre. Robin, je te laisse. Yates victoire, Yates podium. Exactement. Et je vais même rajouter Martinez podium parce que je sais dans le chat qui aime Dani Martinez et qui croit en lui. Moi, j'ai trouvé Polo un peu pessimiste quand même sur Ineos. Geraint Thomas. Bien lui crache dessus maintenant qu'il est parti. Ouais, maintenant qu'il est plus là. Non, franchement, il raconte n'importe quoi. Non, mais moi, Geraint Thomas, j'ai toujours une petite fibre qui me dit c'est un mec régulier, c'est un mec qui sait ce qu'il fait. Il y en a dans le chat tout à l'heure qui notait que Thomas, il a gagné un Tour de France, qu'il a fait 2e l'année suivante et il sait ce qu'il fait, quoi. Il découvre pas. La super planche des belles filles, on a l'impression que c'est un truc qui lui correspond pas parfaitement, quoi, en termes de profil. Pourtant, en 2019, il y était très très bon, premier des favoris, et là aujourd'hui, il fait encore une super perf. Donc, moi, je suis assez impressionné quand même par Geraint Thomas. Adam Yates, je le trouve fidèle à lui-même, un peu irrégulier, quoi, très fort sur la côte de Blannaise. Hier, un petit peu plus loin. Aujourd'hui, je l'attendais aussi peut-être un peu plus haut, c'est-à-dire dans le groupe de 6 qui est arrivé avec des très petits écarts. Je l'attendais peut-être un peu mieux que finalement dernier de ce groupe-là. Mais malgré tout, il est encore là, il est dans le jeu pour le podium. Et je trouve qu'Ineos joue bien ses cartes. Non, ils ne les ont pas encore jouées, mais en tout cas, a bien réussi à conserver ses cartes. La seule déception, finalement, pour moi, c'est Martinez qui est encore en difficulté aujourd'hui assez tôt dans la planche, qui n'était pas au top hier non plus. Et il cumule les jours où tu le sens pas dingue, quoi. Donc, il va falloir prendre une décision rapidement. De toute façon, on le sait, les Alpes arrivent vite et Ineos ne va pas pouvoir considérer Daniel Felipe Martinez comme un leader s'il est 10e du général alors que tu as Thomas 3 et Yates 4. C'est la première décision qui arrive pour Ineos de l'avenir de Dani Martinez. Ou alors, il faut l'envoyer quelque part à l'avant, il faut essayer de mettre le bazar avec lui. Mais en tout cas, voilà. il ne te sert à rien si c'est juste se bagarrer pour rester 10e. Ouais. On le rappelle que la montagne, la haute montagne, ça démarre donc sur l'étape de Megève, sur la 10e étape. Entre-temps, les étapes suisses demain et après-demain vont être très intéressantes. On en avait parlé dans la preview quand on avait parlé des moments forts, des 5 moments forts. On vous avait mis ces étapes en Suisse parce qu'elles peuvent être piégeuses. On va en parler juste après d'ailleurs dans la preview
l'étape qui arrive à Lausanne, parce que qui part de Dole, elle est très intéressante. Donc voilà pour Ineos. Le sondage va bientôt se terminer. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce sondage dans le chat? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous nous regardez en replay, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir en direct sur Twitch. Vous n'avez pas forcément besoin de compte, d'ailleurs, pour regarder nos contenus. C'est pour commenter que vous avez besoin d'un compte, mais vous avez juste à cliquer. Et ensuite, si vous voulez participer au sondage, évidemment, vous avez besoin d'un compte. Voilà. Mais si vous nous regardez sur YouTube, on va regarder ce que dit le chat. Vous voyez pour Ineos, pour le moment, zéro. Personne ne croit en la victoire de Thomas. Par contre, vous êtes 3 à voir la victoire d'Adam Yates. Et la grande majorité voit un podium de Geraint Thomas. Et aussi un peu moins un podium d'Adam Yates. Et quelques-uns, vous voyez un. En fait, la carte la plus fiable chez Ineos, c'est quand même Geraint Thomas, hein, parce que Adam Yates, aussi fort soit-il, bon déjà, il n'a pas été meilleur que Geraint Thomas aujourd'hui, mais même s'il l'avait été, tu sais que c'est quand même pas la régularité incarnée, ce mec-là. Alors que Geraint Thomas, tu sais à quoi t'attendre. Et finalement, aujourd'hui, sur une arrivée très difficile, le fait qu'il soit 3e du général et qu'il fasse 4e des favoris derrière Pogacar, Vingegaard et Roglic, et bah, tu le vois dans une position idéale, parce que tous les gars qui sont derrière lui, tu prends Yates, Gaudu, Bardet, Mas, Martinez, Quintana, Vlasov, ils roulent aussi tous moins bien que lui, ces mecs-là. Donc, il est devant des gars qui ne lui reprendront rien contre la montre. Évidemment, il reste un paquet d'étapes de montagne. Il y a largement le temps d'avoir une défaillance. Il y a largement le temps de se muer en équipier d'un autre coureur dans l'équipe. Mais voilà, comme première arrivée au sommet, c'est très rassurant. Et si tu dois miser sur un coureur qui aurait un jour sans, je pense que Geraint Thomas, c'est pas le premier qui te vient à l'esprit, surtout quand il est face à des Adam Yates, des David Gaudu, qui eux ont prouvé par le passé qu'ils pouvaient avoir un peu plus de mal sur 3 semaines. Donc voilà pour l'étape du jour qui était très intéressante. On va jeter un œil, Robin, si tu le veux bien, du côté de la fantasy roue libre. Je vais aller regarder tout de suite les résultats dans le salon classement fantasy pour voir que ça c'était hier. Du coup, alors qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Qui est premier? Est-ce que Vromega est toujours premier? Eh bien, Vromega, tu es toujours premier et tu as trouvé le vainqueur. Tu avais mis du coup Tadej Pogacar sûrement parce que alors que je vois les mentales qui avaient commenté enfin un classement où Pogacar n'est pas premier. Et donc du coup, félicitations Vromega, tu assois un peu plus ton leadership. Flock Flo, 41 points. Et ben vous êtes tous les deux un peu à vous échapper. Et Lucas Martin est 3e à 47 points. Alors qu'on a eu aujourd'hui, les gars, la confirmation des cadeaux qui seront présents. Ouais, je l'ai reçu. Ouais, bah moi je viens de le recevoir juste avant l'émission. J'ai pas pu te le dire au téléphone juste avant. Et sachez que c'est assez énorme. Franchement, c'est assez énorme. Écoutez, il va y avoir un maillot de champion de France. Stylé. Un maillot de champion du monde. Et un maillot classique d'une des équipes. Donc franchement, stylé, hein, c'est assez énorme. Très, très stylé. C'est assez énorme. Ça devrait être. Alors, les maillots, il devrait y avoir des maillots dédicacés. Donc, en théorie, le maillot du champion de France devrait être dédicacé. Par Florent Sénéchal, donc. Par Florent Sénéchal. Le maillot classique de la Deceuninck devrait être dédicacé. Alors, par qui on va voir. Et par contre, du coup, le maillot de champion du monde aussi, en théorie. Donc, c'est pour ça que je dis par contre. Mais du coup, le maillot de champion du monde aussi devrait être dédicacé. Ils sont censés être tous dédicacés. Ils sont censés être tous dédicacés. Et c'est pour ça que, alors, à voir, mais voilà, je vous dis ça après à voir, mais c'est assez cool ce qu'on fait avec Specialized. On vraiment les remercie beaucoup pour ces gifs-là. Donc vraiment, tenez bon dans la fantasy. Pourtant, pour le moment, Vromega est, à mon avis, il est en train de transpirer. Mais les 3 premiers, là, les 2 premiers, vous êtes pas mal, en tout cas, pour le moment. Ouais, moi, j'avais mis Pogacar aujourd'hui, donc ça va pour aujourd'hui. T'avais mis quoi, toi? Moi, je crois que j'avais mis Dylan Teuns aujourd'hui. Ah ouais, c'est dur. Donc je crois que j'ai pris un petit tir. Ouais. Je vais regarder ça. Pas de maillot pour Joseph. Non, pas de maillot pour moi. Après, il y a un maillot qui peut se perdre. Non, mais Vromega, c'est le compte de ton petit frère. Ah oui.
Viens me voir en MP, Broméga, on peut s'entendre, toi et moi. Ça peut coûter, ça peut coûter cher, un maillot dédicacé de Ah, mais Sénéchal. il est pas pour vendre, hein. Non, Le en déconnez vrai, pas, hein. Celui non, qui non, gagne, non, il le ouais, vend ouais, pas, hein. ouais, on vérifiera ça d'ailleurs. Mais maillot dédicacé de Florent Sénéchal, Faut le bah, garder. C'est collector. ouais, sur un an, franchement, vous le sortez dans quelques années, ça peut être dingue. Je suis 342e avec 291 points, donc ouais, je suis assez loin, malheureusement. T'as vu ton classement, toi? Non, j'ai pas regardé mon classement exact. J'ai pris un tir il y a quelques jours avec Van Der Poel, mais là, j'essaie de jouer sécure. Ok, ok. Bon, on verra sur la suite. En tout cas, voilà pour la fantasy sur notre Discord. On regarde l'étape de demain. Ouais, Du coup, on était au Danemark. On est parti en France, hein, à l'étranger en France du Tour de France. On va désormais on est passé en arriver. Belgique aussi. On est passé en Belgique. Bah oui, le Tour de France est international, les amis, et c'est pour ça qu'on l'aime et qu'il fait autant parler. Arrivé du coup à Lausanne. La voici, c'est arrivé à Lausanne, donc on a 286 km. Voilà pour la topographie autour du lac, du coup, autour de Lausanne, donc c'est doit être le lac Léman, je présume. Je dis peut-être de la merde, je ne connais pas. Si, c'est le lac Léman, hein, on est d'accord. C'est le lac Léman. Robin, je te sens bien C'est silencieux fort, sur c'est la fort. géographie. Mais moi, je croyais que c'était à Genève, le lac Léman, donc là, tu me mets un petit doute quand Il est même. très grand, hein, il est très grand le lac Léman. OK, OK. Peut-être qu'il est aux On deux, hein. on va dire S'il y a ça. des Suisses qui peuvent nous expliquer ça. Et arrivé du coup, c'est la côte finale, c'est la côte du stade olympique, Robin. Finish Est-ce line. que c'est Oui, la oui. alors là, Bah, il y a moi, je l'ai écrit pas sur finish oui, line, c'est hein. ça. Si, c'est ça, tout à fait. Il y a la finish line. Qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée, Robin? Bah, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. C'est pour un puncher. J'ai noté, qu'est-ce que j'ai noté? Attends, je vais te dire tout de suite. 1 kilomètre, donc ça démarre avec 1 kilomètre à 6-7% là, le premier qu'on voit en rouge. Et après, on a quand même donc un net replat. Et les deux derniers kilomètres, c'est 1 kilomètre à 9,5. Donc là, pour le coup, ça va être vraiment très costaud. Il y a carrément des passages à 12%. Et ensuite, tu as un replat de 800 mètres à 3%. Donc, ça me paraît un peu compliqué, par exemple, pour un Tadej Pogacar de faire le triplé. Évidemment que s'il a très envie de le faire, il peut mettre un bazar pas possible, mais attaquer dans les pourcentages à 12%, ça veut dire que derrière, tu as quasiment 1 kilomètre à tenir. Si tu sors tout seul face à des équipes un peu organisées potentiellement, c'est dur. Moi, je pense on va voir des équipes comme Bike Exchange pour Matthews, comme Total pour Sagan, comme Lotto pour Ewan, qui vont rouler demain. Ces trois coureurs qui n'ont pas encore gagné, qui ont un peu tourné autour. Alors, Ewan, pas trop, mais Sagan et Matthews, ils ont fait des places d'honneur. C'est des équipes qui n'ont pas de leader pour le classement général, donc qui ont tout intérêt à se mettre au boulot demain pour que ça arrive au sprint et ne pas laisser l'échapper. Et après, évidemment, qu'ils pourraient faire aussi le jeu d'un Wout van Aert. Je pense que Jumbo Visma demain ne va pas rouler parce que l'objectif désormais, c'est le classement général. Wout van Aert, il a fait sa semaine, il a eu sa victoire d'étape, il a eu son maillot jaune. Le maillot vert, il a pris une belle avance déjà. Donc, je pense qu'on va laisser Wout van Aert se débrouiller. On ne va pas rouler pour lui offrir le sprint. Mais en vérité, les autres équipes qui ont intérêt à ce que ça termine au sprint aussi peuvent finalement faire le jeu d'un Wout van Aert et l'emmener avec elle. Et malheureusement, pour Matthews, Sagan, Ewan et les autres, j'ai bien peur que si tu emmènes van Aert, tu lui offres la victoire d'étape, hein. Ouais, ce qui peut être sûr, c'est que demain, il va y avoir une énorme bagarre pour prendre l'échappée. Je vous ai mis un sondage dans le chat pour savoir si vous imaginez un scénario pour favori ou pour échapper. Je me dis quand même que demain, ouais, il y a des chances quand même que ça finisse pour l'échapper après avoir le Mais moi, je temps. pense qu'il y a trop d'équipes pour rouler, honnêtement. Et ces équipes-là que je t'ai dit, celles de Matthews, Sagan, Ewan, pour donner trois exemples. Tu vois, Ewan, on ne sait pas jusqu'à où il va aller dans ce Tour de France. Et s'il veut réussir à partir avec une étape, il va Ah, pour falloir Ewan, ouais, qu'il après, faut pas qu'il la laisse je ne passer. sais pas si c'est la meilleure des arrivées pour Caleb Ewan, étant donné sa Matthews forme hier était quand actuelle. même, Matthews hier était très fort, hein, Matthews, derrière ouais. Pogacar. Matthews, demain, il peut avoir la pancarte, par contre. Et ouais, il peut l'avoir, mais en tout cas, ça veut dire aussi qu'il fera rouler son équipe. Ouais. L'équipe UAE va devoir mettre mettre la main à la pâte, hein. Ils vont pas, je pense, pas pouvoir passer toute l'étape au chaud sans donner un coup de pédale. Donc, tu vois, si tu as déjà Ouais. 3-4 équipes qui veulent Quand je dis maîtriser un peu favori, d'ailleurs, l'échappée. c'est plus peut-être peloton que favori. Ouais, ouais, ouais. Là, c'est la côte finale. Je vais vous remettre
le profil, mais il y a une grande descente quand même qui est peut-être pas la plus favorable à des échappées si les écarts sont restreints. Après, à voir si ce long faux plat descendant, à voir par rapport au profil, je ne sais pas exactement, mais si c'est technique ou non, si ce sont de grandes avenues, je ne sais pas exactement, mais ça m'a l'air quand même assez tortilleux. Donc voilà. Pour l'étape de demain, les amis. On en parlera un peu plus précisément encore demain matin sur Winamax. Dans le sondage, pour le moment, vous voyez les échappés à 70% arriver demain. Le lac Léman est aussi appelé lac de Genève, notamment dans le canton de Vaud. D'accord, ok. C'est pas On mal. en apprend tous les jours ici. On en apprend tous les jours. Mais dites-nous, hein, franchement, quand vous habitez à côté, nous, ça nous intéresse. Chaud sur Ah, attends, il y a Barguil. Ouais, Barguil, j'avais noté. Si il bosse pas pour Quintana, parce que moi, Barguil, je l'attendais déjà pas mal hier à Longwy, et il a finalement bossé pour son leader, ce qui est normal. Si demain, il a un peu plus de liberté, parce que l'étape, le final est quand même pas super compliqué, je pense que Quintana, il aura pas trop de soucis, et bah, pourquoi pas Barguil? Il a une bonne pointe de vitesse, il peut sortir, ça peut sortir un petit groupe dans les forts pourcentages pour essayer de faire la nique un peu justement aux sprinters qui seront encore là, ceux qui passent bien les bosses. Pourquoi pas, hein. Moi, je pense que Barguil, ça peut se tenter, surtout qu'Arkea aujourd'hui, ils ont pris un petit coup derrière la tête. Quintana, il perd un peu de temps quand même. Donc demain, ils peuvent se dire bon, allez, on va donner un peu de liberté à Barguil pour pourquoi pas claquer une étape, hein. Bon, apparemment, c'est faux pour le lac de Genève. Il n'y a que des Genevois qui disent lac de Genève. Bon, après, là, j'ai l'impression qu'on est sur une petite guerre civile. On est sur une querelle locale. Ouais, sur une querelle locale, exactement. Donc, on va pas se mettre Lausanne au nord, Genève à l'ouest du lac. Oh putain, il y a l'ouest, le nord, le sud. Putain, c'est compliqué, hein. Déjà que j'ai trouvé le lac Léman et que j'en suis fier, j'ai pas dit des conneries. Donc pour l'étape de demain, voilà, on a à peu près tout dit. Désormais, on va attendre gentiment et se Évidemment, il poser y a un coureur qu'on a dans notre passé, c'est Van canapé. Der Poel pour demain, mais à voir sa forme. Ouais, et ça, c'est plutôt compliqué de l'imaginer, sa forme à Mathieu Van Der Poel. Van Der Poel, il abandonne après la journée de repos, nous dit Hugo Bézier. À suivre Et après, à voir. il avait Si dit son qu'il pouvait défi, c'est abandonner pas dès de... aujourd'hui. Finalement, ça va, Ouais, ça a l'air d'aller. ouais. Pour la Bora, Polite ou Conrad. Bref, il y a pas mal de mecs qui peuvent gagner demain, on l'a bien compris. La rétro, c'est l'heure de la rétro. C'est l'heure de la rétro. 19h47, c'est l'heure de la rétro, mon Robin. Tu peux y aller. Et ben, on va parler de Cyril Guimard. On va fêter un anniversaire un petit peu triste, malheureusement, puisque il y a 50 ans, en 1972, on était passé en Haute-Saône déjà, comme aujourd'hui. Tu vois, je continue un peu dans la géographie après le lac Léman. Est-ce que tu connais le chef-lieu de la Haute-Saône, Joseph? Allez, le quiz s'arrête maintenant. C'est De quoi? Vesoul, le chef-lieu de la Haute-Saône. Je Je l'aurais voulais pas pas te eu. mettre en galère. Je voulais Thibaut pas te mettre en Pinot. galère, donc j'ai donné la réponse tout de suite. Thibaut Pinot. Et donc Cyril Guimard avait abandonné le Tour en 72 en Haute-Saône à Vesoul, enfin sur une étape qui partait de Vesoul. Il était à l'époque deuxième du classement général, dauphin des 10 Merckx, alors qu'il n'était pas spécialement destiné à jouer un podium sur un grand tour. Cyril Guimard, lui-même avant le début de l'épreuve, il parlait surtout, enfin et même uniquement du maillot vert, qu'il avait perdu de peu en 1971 face à Merckx. Merckx à l'époque qui gagnait à peu près tout, y compris les maillots annexes. Donc avant le Tour, on n'attendait pas du tout Cyril Guimard aussi haut. On parle davantage de Poulidor, qui est le coéquipier de Guimard chez Gann, qui pense d'ailleurs prendre le départ de son dernier Tour de France. Poulidor, finalement, il y en aura quelques-uns encore après. On parle aussi de Pinjon, côté français, mais Guimard, lui, il est surtout concerné par un contrôle positif au Tour du Luxembourg, qui le menace d'une suspension Oh, d'un le mois avec coquin, sursis. il a été contrôlé positif, Cyril Guimard. Tu sais ce qu'il risquait? Un mois de suspension avec sursis et une amende de 1000 francs. Une autre Putain, époque, je hein. savais pas, je savais pas. Là, Putain. c'est un contrôle qui a pas mal porté à débat. Il y a eu Ouais. Et il beaucoup a de été débats et contrôlé à beaucoup de quoi? On sait ou? alors j'ai oublié, je t'avoue, je l'ai pas noté, j'ai oublié. Je vais regarder en Hem même temps, t'inquiète, je t'ai posé une colle pour le coup. Pas de souci. Donc, Guimard, bon, il est quand même au départ de ce Tour de France. Le contrôle, l'histoire du contrôle autour du Luxembourg ne change pas ça. Et donc, il prend le maillot jaune à Eddy Merckx sur la deuxième étape au jeu des bonifications. C'est logique, hein. Guimard, on parle de lui comme d'un sprinter, donc il va faire le sprint, il prend les bonifs. Tout va bien jusque-là. Il claque même deux étapes dans la première semaine. Il Mhm. porte le maillot jaune pendant 8 jours au total, à la façon un petit peu, on va dire, d'un Wout van Aert sur cette première semaine du Tour. Et Cyril Guimard rayonne.
Et alors sur la géographie, du coup, à ce moment-là, on est donc à la fin de de la première semaine, on est d'accord. Mhm. On quitte Bordeaux, on arrive dans les Pyrénées, et c'est à ce moment-là, en gros, qui va céder la tunique ou qui va la reprendre. Qui va la céder, ouais. Qui va la D'abord, céder, ouais. le jour où il faut escalader le Tourmalet, l'Aspin et Peyrehorade, c'est un peu trop pour, Cyril Guimard. Le dernier col lui est fatal. Il perd un peu de temps et Merckx récupère le maillot jaune, mais lui est fatal, sans qu'il y ait une grosse défaillance non plus. Cyril Guimard, il craque pas complètement. Il reste 2e au général en embuscade. Il continue de dire qu'il vise le maillot vert, qu'il est pas déçu de perdre le maillot jaune, mais il continue de s'accrocher. Donc, on sent à ce moment-là qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose d'un peu bizarre qui se trame. Il nous dit peut-être pas tout, et dans une interview récente donnée à Ouest France, il disait un peu plus la vérité. Quelques décennies plus tard, il disait: je commençais alors à rêver à la victoire au général, à me dire que c'était pas impossible, c'était pas évident mais jouable. Merckx n'était pas au mieux. Donc voilà, il y a un décalage évident, mais c'est pas le Ouais. premier, hein, entre ce qu'il dit à l'époque à la presse et ce qu'il pense vraiment. Il n'empêche que Guimard perd un peu de temps au Mont Ventoux, mais il a un peu de chance, c'est que Luis Ocaña a une défaillance quelques jours plus tard, ce qui permet à Guimard de rester toujours à cette 2e place, dauphin d'Eddy Merckx. Malheureusement, il y a un autre problème qui va arriver, et qui va inquiéter un petit peu, c'est que Guimard explique avoir mal au genou. Il s'est créé une tendinite à cause de sa nouvelle position sur le vélo en montagne. Justement, pour être meilleur grimpeur, il a un peu fait évoluer sa position et ça lui crée cette douleur. Avec les Alpes qui arrivent, c'est pas rassurant. Mais Guimard, il a quand même un peu de ressources. On lui fait des injections de Novocaïne, alors qu'il y a un produit que je connais pas très bien, mais en gros, ça lui fait sentir moins de douleur. Donc il roule encore, mais En gros, ça le fait pédaler plus fort, pas de douleur, et et donc ça lui permet d'échapper au contrôle. C'est un il pédale, anesthésiant local, effectivement. il pédale sur une jambe à ce moment-là et faut carrément, il y a certains jours, faut le transporter en chaise jusqu'au départ. Mais ça l'empêche pas de gagner, c'est ça qui est dingue, à Ah. Aix-les-Bains, au Attends, on terme du parle de Cyril Guimard ou on parle de Rafael Nadal? c'est presque pareil. Il gagne à Aix-les-Bains au terme d'une journée où il fallait grimper Télégraphe, Grand Cucheron et et le Granier. Donc, quand même Ah, une grosse journée, et il bat Eddy Merckx dans un groupe, restreint au sprint. et c'est des cols qu'on connaît un peu moins désormais. Enfin, je sais pas, le Grand Le Cucheron et Grand le Cucheron et le Granier. Granier sont moins escaladés, Ouais, ouais. oh, ça peut être sympa. On va glisser l'idée à Prud'homme. Et donc le lendemain, Guimard refait le même coup au Mont Revard. Il aligne encore Merckx dans les derniers mètres. Ouais, exactement, 2 jours de suite. Il y a encore une fois un petit groupe qui s'était détaché avec, en plus de Guimard et Merckx, Van Impe et Poulidor qui peuvent suivre. Donc, finalement, on se dit que ça a l'air de tenir pour Cyril Guimard, toujours 2e du général évidemment, et puis qui commence à mettre le doute. C'est quand même pas tous les jours qu'on a un coureur qui bat Eddy Merckx en montagne. Sauf que la nuit suivante, la douleur, s'intensifie pour Guimard. Il a le genou paralysé, il a pas le choix et il va falloir abandonner. On lui injecte encore de la Novocaïne. Il termine quand même l'étape du lendemain vers le Ballon d'Alsace, mais il est en souffrance. En fait, il compense avec son genou gauche les problèmes du genou droit. Il avait mal au genou droit initialement. Il s'était créé une tendinite. Il s'en crée une au genou gauche à force de compenser la douleur. Donc, on lui fait carrément, le jour du Ballon d'Alsace, on lui fait 3 injections durant l'étape. Il va à la voiture médicale et on essaye de le soulager. Donc là, on se rend compte aussi chez Cyril Guimard et puis dans l'encadrement de son équipe que c'est trop. Le lendemain, après le départ de Vesoul, donc en Haute-Saône, il décide que c'est terminé, qu'il faut arrêter. Il fait 12 km pour essayer, mais ensuite il monte dans l'ambulance. Donc celui qui a battu Merckx 2 fois en montagne et qui était 2e du tour à 2 jours de l'arrivée, parce qu'on est à 2 jours de l'arrivée, il n'y a plus de montagne, il ne peut plus continuer. Il dira ensuite à Ouest France dans la même interview: l'abandon a gâché tout le reste. Ma carrière s'est arrêtée là à 25 ans, car après je n'ai plus jamais fini un Tour de France. Au fil des saisons, je durais de moins en moins longtemps avec ce problème au genou. Il restait en vérité un chrono, une étape plate pour finir ce Tour de France-là. Il ne l'a pas fini. Il est revenu 2 fois, il a abandonné. Et finalement, il n'aura plus cette chance de jouer un classement général aussi haut. Lors du protocole, le podium de l'époque, on n'arrivait pas sur les Champs-Élysées dans ces années-là, on arrivait à la Cipale. Merckx offre symboliquement le maillot vert à Cyril Guimard, qui était invité par l'organisation. Et il lui dit: ce maillot vert, c'est toi qui l'as mérité, il devait te revenir, garde-le. Guimard, lui, il est en tenue de civil et il est en pleurs à la Cipale. Mais voilà, Oh, le il y aura pauvre, plus jamais ça me fait mal au de cœur. exactement, il y aura plus jamais de Cyril Guimard à ce niveau-là. Il prend sa retraite en 1976 à 29 ans, après 2 dernières saisons très compliquées sur la route. La dernière année, il va quand même faire de beaux résultats en cyclo-cross. Mais voilà, une retraite anticipée à cause de ses problèmes de genoux à 29 ans. Hmm. Petite photo que je vous mets
Merckx et de Cyril Guimard donc, dans ces années-là, qui était... Ah, elle est belle la photo, j'aime bien. Ils avaient du style quand même. Ah, Ah, j'adore moi, ces... ce que j'aimais beaucoup, c'est les maillots qui te collaient pas. Les maillots d'aujourd'hui, je trouve que ils sont évidemment pensés pour l'aérodynamisme, mais ils te collent. Ouais. Et moi, j'aimais bien les maillots un petit peu plus amples. Et je vous mets le résultat finalement de la carrière de Cyril Guimard qui résume parfaitement ce que Robin a dit. On voit une ascension effectivement, et puis ce tour 1972 qu'il termine et où il allait quand même battre Merckx. Finalement, ce sera un autre Français qui fera tomber Merckx, c'est Bernard Thévenet, mais on le voit là effectivement terminer, enfin ne pas terminer 3 Tours de France, et à côté quand même gagner à chaque fois une étape du Tour de France. Ouais. Donc ça a quand même été un sacré grand monsieur, ce Cyril Guimard. Le problème, c'est qu'il est tombé dans une génération, on va dire, où il y a eu d'autres depuis Français qui ont gagné, et juste avant lui, après lui. Donc peut-être qu'on s'en souvient peut-être un peu moins, mais heureusement que Robin, tu es là pour nous le rappeler. Non, franchement, c'était cool. Encore plus aujourd'hui, j'ai bien aimé. Je connaissais un peu moins l'histoire de Cyril Guimard, qui mérite d'être connu. On termine, les amis, par un quiz. Il va y avoir Robin contre le chat. Ouais, Tout j'en voyais dans le simplement. chat, ils croyaient qu'il allait pas avoir de quiz. Mais non, on va pas les Si, priver de quiz. mais bien sûr que non, on ne va pas vous priver de quiz. Alors, je vais quand même faire des mecs peut-être un peu plus compliqués, histoire que la différence de temps entre Robin et le chat puisse exister, parce que Robin, bon voilà, n'a accès à rien dans le chat de temps en temps. On ne sait pas. Alors, je vous fais Non, confiance, hein. Je vous fais faudrait que confiance je dans puisse le chat, hein. partager mon écran. Ouais, non, mais toi, Robin, je te fais confiance. Mais histoire que voilà, c'est Je comme cherche un ça, truc à quand mettre sur les yeux. Robin, tu es tout seul, tu réponds. Tu réponds. Non, Robin, toi, je t'ai dit que je te croyais, justement. Ah, c'est vrai? C'est certains bougres du chat, des fois, que je connais bien, pour certains qui sont présents dans le chat. Donc, c'est parti. Donc, Robin, effectivement, peut avoir de l'avance, mais il est seul contre tous. Donc voilà. Alors, je suis un coureur actuellement sur le Tour de France. Je suis un jeune coureur qui fait partie d'une équipe d'un Français qui a terminé parmi les meilleurs aujourd'hui. J'ai actuellement 23 ans. Luc Nessound? Bravo. Luc Nessound? Ouais, mais tu l'as dit juste après Zdenek Wout. Tu sais que je l'ai répété plusieurs fois parce que ça a frisé. Je t'entendais plus, ton image est restée figée. J'ai dû le répéter, mais c'est pas grave. Va te C'est pas plaindre de grave, la c'est pas grave. fibre, va te plaindre de ma fibre, mais point pour le chat. Allez. 1-0 pour le chat. Deuxième, qui suis-je? Alors, qui est-ce que je peux faire? Ah tiens, toi, je t'aime bien. Dans ma carrière, j'ai fait 2 fois deuxième d'une étape du Tour de France, malheureusement. Je n'ai pas gagné sur le Tour de France. J'ai fait aussi 2 fois deuxième d'une étape de la Vuelta. Giulio Ciccone? Non, je ne suis pas italien. J'ai gagné une étape du Tour de l'Ain. J'ai commencé chez Agritubel en 2007. Je suis désormais chez Romain Arkea Fillon? Samsic. Ah non. Non, je suis français. Je grimpe pas mal. J'ai fait quelques bons résultats C'est sur un classement ancien. général sur une semaine. Alors, vérifiez ça d'ailleurs. Non, ça, c'est pas la meilleure des informations. Ah ouais, Maxime Bouet, vous avez trouvé dans le chat. Ah ouais, bien ouais. Zdenek Wout a trouvé. Ah, j'aurais pu l'avoir. Je cherchais un mec assez ancien chez RKA et je trouvais pas. Bien joué. Félicitations. On va aller chercher un mec un peu plus lointain pour terminer, en rappelant que la carotte est mise en jeu. Ça veut dire que Robin, actuellement, est en train de perdre 2-0 contre le Donc chat. le chat joue pour Polo, il y a des points en jeu. Le chat joue pour donner un point à Paul. Alors, je vais aller chercher sur cette étape de cet ancien Tour de France. Tiens, toi, t'es pas mal. Toi, t'es pas mal du tout. Toi, t'es bien. T'as un sacré palmarès. Tu dates des années 80 jusqu'à 90. Tu as gagné le Tour de Romandie. Tu as gagné le Tour des Flandres. Tu as gagné 2 fois Morel la Argentine. Flèche Wallonne. Ce n'est pas Argentine. Angelo Furlan. Non.
2 fois la Flèche Wallonne, tu as été champion du monde. Tu as démarré chez Fondriest. Cass. Non, tu as terminé chez Lotto. Tu es passé chez Hitachi. Tu as gagné la Classica San Sebastian en 83. Tu as été champion du monde en 84. Tu as gagné la Flèche Wallonne en 89 et en 85. Champion du monde en 84, je le répète. Champion du monde en Criquet-Lyon 84. Non. Criquet-Lyon, vrai exactement. Mais est-ce que quelqu'un l'avait dit dans le chat? Malheureusement pour toi, je pense que quelqu'un l'avait dit. Eh bien, personne ne l'a dit. Allez! Et en plus, je l'ai dit en ayant un doute. Hein. Personne ne l'a dit. Je revérifie bien. Criquet-Lyon. Bah, bravo, Robin. Bravo, Robin, parce que celui-là il était vraiment pas facile. GG à toi. Ce qui est Donc, marrant, c'est que je l'ai effectivement, vraiment Claude dit sans grande Criquet-Lyon. confiance. Eh ben, tu vois, comme quoi. Donc, ça veut dire que désormais, tu mènes 7-5. Ouais. Il y Si avait je me combien trompe déjà? pas. Il y avait 6-5. Paul a mis une carotte hier. Ok. Perdait 6-4. Il a mis une carotte hier. Tu en mets une Donc, il y a aujourd'hui. 6-6. Je Bah non, reviens. tu menais 6-5. Ah, d'accord. Ok. Tu menais 6-5 et désormais, il y a 7-5. Ok. Ça Donc, voilà. marche. 7-5 pour toi. Voilà. Putain, bien joué, hein, parce qu'elle était pas facile. Ça me fait Oui, plaisir de mettre le effectivement, point paix à là-dessus. son âme. Il est décédé en 2015, Ouais. Claude Criquelion, malheureusement. Un coureur apparemment qui n'est pas forcément des plus Il y a de connus. Donc, sacrés rétros à faire sur Claudie eh Criquelion ben, parce que des tu sais histoires au quoi? championnat du monde, Si par hasard il t'en manque une, Liège-Bastogne-Liège, si incroyable. par hasard il t'en manque une. Ouais. Désolé, Paul Paston. Vous avez failli gagner. S'il regarde le replay, on va pas lui dire s'il a gagné le chat ou non, on va lui dire de regarder. On va faire ça. Merci à tous de nous avoir suivis, les amis. Merci à toi, Robin. Merci Joseph. On se retrouve tous les deux, du coup, demain matin à 10h sur le plateau de Winamax TV. On sera avec Ouais. Florian, avec Tamerlan, qui remplacera notre ami Polo. Et on se retrouve donc, du coup, demain, moi, je ne serai pas présent. Demain soir, ni Paul. Ce sera Robin. À voir avec qui tu seras présent. C'est moi On qui vais va- devoir hoster cette émission, ça va être Ouais. incroyable. Ouais, c'est Robin qui sera à la technique, les amis. Un grand Donc, moment. un Un grand grand moment moment. qui s'annonce. Mais, Soyez indulgents demain soir, les gars. mais on te fait entièrement confiance. Merci à toi, Robin. Et du coup, on se retrouve demain à 19h dans notre quotidienne roue libre. Et bon Tour de France, bonne suite de Tour de France. Excellente étape demain. Ciao, ciao, les amis. Gros bisous. Ciao.